on va apprendre à vérifier la véracité d'un contenu. Vous savez ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, ces 3 contenus sont faux. Il y a ce chaos fait que les gens se détournent de l'information. C'est les biais, on en a tous, c'est la porte d'entrée vers la désinformation. Bonjour et bienvenue à Inspire. Élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Notre invitée aujourd'hui est Anne-Marie Loupou. Anne-Marie a plus de 30 ans d'expérience dans l'actualité, dans l'information en tant que journaliste, productrice d'actualité, rédactrice en chef. Anne-Marie a une vaste expérience et de terrain et évidemment dans la newsroom. Aujourd'hui, elle va nous parler des fake news, comment distinguer le vrai du faux comme une pro. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Lorraine. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ta vaste expérience dans l'actualité. Et je propose que tu te présentes rapidement à notre beau public pour qu'ils sachent un peu l'ampleur de ton expérience professionnelle. Bonjour. J'ai quitté il y a 2 ans l'Union européenne de radio-télévision, où j'étais pendant 33 ans. C'est pas très loin, au Grand Saconnet, mais probablement ce que vous connaissez de l'UR, donc l'acronyme, c'est Eurovision, parce qu'ils font ce petit concours de la chanson. Alors, j'étais pas du tout impliquée là-dedans. Dans le concours de la chanson, moi c'était que des news, donc ça c'est la partie professionnelle entre les membres puisque c'est une organisation professionnelle, l'Union européenne de radio-télévision, et c'est des membres de services publics, BBC, SSR, RTS, France Télévisions, RTBF, toutes ces chaînes, Europe, et une vision très large d'ailleurs de l'Europe, comme d'ailleurs pour le concours de la chanson, donc ça va aussi en Algérie, en Israël, nos chaînes, les membres russes. Excusez-moi, des fois je dis encore no, comme si j'y étais, mais bon. 33 ans, c'est pas comme ça. Les membres donc, de l'UR russe ont été sortis. Finalement, dès le début de la guerre, en 2022, ils voulaient faire des choses aussi publiques au niveau du concours de la chanson. Donc voilà. Mais enfin, donc, tout ça pour vous dire, moi j'ai commencé, je suis arrivée en Suisse, je suis française, j'ai étudié aux États-Unis le journalisme, la science politique, et je suis arrivée après 3 ans, 4 ans en France, ça ne m'allait pas du tout. J'ai eu cette opportunité de rentrer à l'Union européenne de radio-télévision, et en tant que coordinatrice, je ne savais pas très bien ce qu'on me voulait de moi. Ça avait affaire à l'information, j'étais très contente. Moi, je connaissais quelqu'un qui y était, qui ne faisait que voyager, donc c'est ça qui m'intéressait, c'était l'aventure. Je suis toujours restée un petit peu dans les coulisses de ce métier. Donc, au début, les premières 5 années, je voyageais tout le temps. Donc, quand il y avait une grosse actualité, j'allais mettre ce qu'on appelle un feed point, mais j'allais mettre des infrastructures temporaires dans un pays. Ça pouvait être en Somalie, à Mogadiscio, au Rwanda. Dès qu'il y avait tout à coup tous les correspondants du monde entier tout à coup qui arrivaient parce qu'il y avait soit une opération des Nations Unies ou quelque chose d'énorme. À l'époque, il faut vous souvenir, entre 90 et 95, oui, on n'était pas à la miniaturisation, donc c'était bien, je pouvais venir là-bas avec 2 tonnes de matériel, avec une équipe, et on donnait tous les services possibles aux correspondants pour qu'ils fassent leur boulot, et on leur proposait, voilà, il y avait le montage, il y avait un plateau de direct, s'ils souhaitaient, et puis ils transmettaient leur sujet. On avait une antenne satellite
Donc voilà, donc c'était des belles aventures. Je faisais aussi des repérages à droite, à gauche. Alors c'était absolument pas sur ma feuille de job, hein, de description. D'ailleurs en partant, j'ai dit mais vous m'avez pas dit que j'aurais à gérer un hôtel à Mogadiscio avec une centaine de personnes et si. Mais je l'ai fait. Finalement, c'est possible. Donc, faut pas se restreindre des fois à ce qu'on nous demande. Et puis ensuite, comme j'ai eu des enfants, et l'autre type d'opération qu'on faisait, qui était plus plan-plan, mais qui était quand même gros, des sommets, j'ai décidé, je préférais pas faire ça, et donc j'étais impliquée avec les échanges d'actualité de l'Eurovision. De nouveau, c'est un service pour les membres, c'est-à-dire on est relié, le système est relié à toutes les rédactions des médias publics membres de l'UER et on leur donne toute la matière brute première, les images pour couvrir, pour illustrer l'actualité qui se passe dans le monde. Donc c'est des échanges d'images entre les membres, mais aussi pour suppléer avec des agences. À l'époque, c'était Viz News, qui est devenu Reuters, et puis WTN, qui est devenu APTN. Maintenant, c'est que AFP-TV, qui n'existait pas à l'époque. Enfin, AFP existait, mais pas leur unité vidéo. Et puis, pardon, il y a un point qui est très important. En fait, l'Eurovision, l'Union européenne de radio-télévision, est née dans les années 50, suite à la Deuxième Guerre mondiale, où l'Europe s'est dit on ne peut plus jamais rester déconnectés les uns des autres, on doit savoir ce qui est en train de se passer dans les différentes parties du monde. Hein. C'était ça l'objectif. Donc, tous les public service broadcasters, donc la RTS pour ce qui est de la Suisse, la BBC pour l'Angleterre, à des heures précises, échanger les informations. Donc il y avait vraiment une centralisation de la qualité des informations qui étaient diffusées à ce moment-là. Et il y avait un choix éditorial qui était fait, là en l'occurrence par Anne-Marie pendant un paquet d'années, par rapport à l'importance de l'actualité et à la légitimité de cette actualité. Donc je pense que ça vous donne vraiment une vision d'ensemble de l'envergure de son activité et vraiment le choix quotidien dans ton travail. Absolument, oui, effectivement. Alors c'était plutôt cool, hein, c'était éreintant quand même, parce que l'actualité, ça s'arrête jamais. Mais on travaille en équipe et vous pouvez bien vous imaginer, ces dernières années, le système s'est un peu emballé. Quand il y a eu un téléphone, un smartphone presque dans les poches de chacun, donc tout un chacun pouvait peut-être avoir du matériel qui était intéressant. Donc il a fallu réfléchir à comment faire, comment aider les chaînes, parce qu'au début c'était un peu le Far West. Ils trouvaient du matériel, mais ils ne vérifiaient pas suffisamment. Ensuite, ils le mettaient à l'antenne. Ah non, c'était pas bon. Oh, pardon. Donc, ça n'allait pas, surtout quand on parle de services publics. La confiance du public est importante, donc il ne faut pas commencer à l'écorner en faisant n'importe quoi. Donc, on a... alors, j'ai participé à ça, donc à mettre en place un espèce de réseau entre toutes les rédactions avec des journalistes qui faisaient de la vérification, donc de matériel amateur, qui s'appelle de manière très jolie UGC, User Generated Content, d'autres l'appellent du Eyewitness Media, mais maintenant c'est du contenu digital qui peut venir d'amateurs, mais qui peuvent venir aussi d'institutions ou tout un tas de choses. Donc, énormément de matériel qui devient disponible. Il faut mettre en place tout un workflow pour vérifier aussi ça, parce que certaines de ces images, évidemment, sont cruciales, comme par exemple quand il y a eu le tremblement de terre dernièrement au Myanmar et en Thaïlande. Évidemment, il y a peut-être quelques journalistes, mais il y a des gens qui veulent quand même prendre des photos ou filmer, mais, au lieu de se mettre à l'abri, mais bon. Mais pour nous, et il y a toujours des petits malins pour fourguer des vieilles images, mais pour faire le buzz, pour attirer votre attention à émettre des images qui en fait sont d'un autre truc, peut-être d'un autre endroit, un autre tremblement de terre, mais voilà, juste pour ajouter à la confusion, donc voilà. Peut-être un petit point sur la newsroom. La newsroom, en fait, on est tout le temps connecté
et on travaille à flux tendu, en continu et vraiment au rythme de l'actualité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez certainement suivi l'actualité depuis l'élection de Trump, on sait que tous les jours il y a des breaking news, donc tous les jours il y a énormément de contenu qui apparaît. Et là, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est comme vous l'a expliqué Anne-Marie très clairement, à l'époque, transmettre de l'information, c'était une infrastructure gigantesque. En 2007, l'arrivée des smartphones, tout le monde a un smartphone dans sa poche, donc tout le monde potentiellement devient un rédacteur, un micro-journaliste, et donc il peut à tout moment transférer de l'information qui est utilisée et utile, mais comment faire le tri dans cette invasion d'informations entre la fake news et ce qui est réellement en train de se passer. Donc, juste un point par rapport à la BBC, tout le monde connaît la BBC, hein, le service anglais, il vérifie 5 fois toute source d'information avant de la publier. Donc ça, c'est juste un élément à toujours prendre en compte qu'une institution comme la BBC ne va jamais publier. Donc ils ont un petit retard, hein, ils ont toujours un décalage par rapport à peut-être d'autres non officielles sources, mais la BBC va la vérifier 5 fois. Donc ici, Anne-Marie, maintenant, on va se propulser dans le vif du sujet, peut-être. Absolument. Et à toi de jouer. Ok, et juste pour dire, à l'époque où tu étais, c'était gentil. On a il y a 3 chaînes de direct, il y a plus des échanges fixes, donc c'est non-stop. 24 heures sur 24, voilà. Ok, alors je vais là-bas. Allez. Alors, mais voilà, donc cet atelier, donc, ça vise à vous donner un petit peu quelques clés sur de quoi on parle, les fausses informations, comment s'y retrouver, parce que c'est un peu déroutant. Et vous parlez un peu du chaos informationnel et on va apprendre à vérifier la véracité d'un contenu. Et surtout le faire relativement rapidement, hein, parce que si je vous dis, allez, on va prendre, ça va vous mettre 1 heure, vous n'allez pas être très content. Alors nous, on va prendre 1 heure, mais pour vérifier déjà, vous pouvez le faire très facilement déjà depuis votre téléphone. Et puis aussi un petit point sur le rôle de nos biais qui sont très très importants. Alors ils sont importants pour tout dans la vie, on en a tous, mais voilà. Donc voilà. Vous informez, juste une petite question comme ça, sur qui lit la presse papier. Ça existe encore? Yeah. Ok. Télévision? YouTube? WhatsApp? TikTok? Instagram? Ok, super. Bon, bah écoutez, maintenant, je vais vous montrer 2-3 contenus. Et après chaque contenu, vous allez lever la main. Je vous demanderai, est-ce que c'est fake? Celui qui pense que c'est fake, lève la main. Est-ce que c'est vrai? Après, vous lèverez la main. Normalement, je le fais avec des petits fanions différents, mais là, enfin, c'est avec des élèves, donc là, je n'avais pas prévu. Alors, gardez dans votre tête. Alors, est-ce que c'est vrai? Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Qui n'a pas répondu? Il y a aussi une 3e option, pas sûr. Hein? Ok, d'accord. Là, il n'y a pas de vidéo, juste regardez. Est-ce que c'est vrai que l'iconique emblème de Hollywood est parti en fumée? Vous vous rappelez, en janvier, il y a eu ces terribles feux dans la région de Los Angeles. Hein? Alors, qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Qui n'est pas sûr? Et 3e, est-ce que c'est vrai qu'un bébé léopard des neiges a été sauvé par des hommes et réuni avec sa mère? Désolée, je suis obligée d'arrêter ce beau moment. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux?
Qui n'est pas sûr? Merci. Eh bien, ces 3 contenus sont faux. Ça, c'est généré par IA. On a envie d'y croire. C'est mignon, c'est trop chou. Et malheureusement, on est aussi tenté de le partager. L'icône, Hollywood, non, le panneau est toujours là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait avant? Je vous ai dit, ça, c'était aussi généré par IA. Alors ça, vous n'y avez pas tellement cru, mais, mais voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y a une espèce de confusion, on ne sait plus trop, ça devient de plus en plus réel. En plus, on a envie d'y croire, on ne sait pas trop, on est pressé. Alors, ce n'est pas parce que vous savez swiper et scroller que ça y est, vous savez distinguer. Puis surtout, vous faites ça rapidement. Vous vous dites, oh, bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être fake, peu importe. Mais au bout du compte, vous finissez par gober des choses qui ne sont pas vraies. Alors, il y a très longtemps, je ne sais pas si cette scène évoque pour les plus jeunes d'entre vous, non, les plus anciens d'entre vous, une scène quand même mythique d'un film de Pagnol, le jeu de cartes avec Marius et Panis, etc. Donc, quand il y avait des élucubrations au Café du Commerce, bah, ça restait un peu là, les rumeurs ou des choses, tout le monde donnait son avis, et puis ça restait un peu là. Évidemment, maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, c'est passé à autre chose. Donc, tout le monde peut aussi produire, ça a l'air vrai. Alors, je ne parle même pas encore avec de l'IA générative, mais c'est en train de passer encore à une autre vitesse. Donc, et aussi, un petit point, c'est que les gens, ben, ils ont l'occasion, et ils le font, c'est magnifique, ils peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Mais bon, bah, ça ne reste que des avis. Alors certains, ça résonne avec vous, il ne faut pas les confondre nécessairement avec des faits. C'est un avis, c'est une opinion, pourquoi pas, et puis voilà. Le problème, c'est que quand vous finissez par liker, cliquer, partager un peu le même type de contenu, la plateforme va vous en refourguer un petit peu et vous enfermer un petit peu dans cette bulle où vous allez voir que ce type de contenu, et c'est pas top. En cliquant, likant, en passant du temps sur une vidéo, l'algorithme derrière, ben, voilà, il est en train de faire ses comptes. N'oubliez pas, vous êtes sur des plateformes qui sont gratuites, hein, et vous savez ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, mais bon, on y est bien volontairement, donc on y trouve quand même quelque chose. Mais eux, de leur côté, ils vendent des pubs, ils sont en train de récolter beaucoup de données sur vous, énormément de données, et chaque micro-geste que vous faites liker, et même si vous mettez un emoji fâché ou plutôt souriant et tout ça, chez eux, ça représente quelque chose. Et leur intérêt, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est pas, donc, ils s'en foutent si le fake news, excusez-moi pour... mais ils s'en fichent que vous êtes informé, mal informé, ou vous voyez ce type de contenu. Du moment que vous y restez, c'est tout ce qui leur importe. Et malheureusement, depuis donc pas longtemps, avec Trump, les belles paroles de Mark Zuckerberg ou même d'autres des plateformes, finalement, qui voulaient se montrer un petit peu plus exemplaires, ben, ça a un peu volé en éclats. Donc, les bonnes informations ou des informations sourcées, vérifiées, plus fiables, ne sont pas nécessairement mis en avant. Donc, juste vous dire que fake news, on n'aime pas ce terme parce que c'est un peu un terme valise. Alors, bon, ça existait bien avant Trump, mais pour lui, fake news, c'est ce qu'il n'aime pas. Donc, dès que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas entendre, il ne veut pas voir, c'est du fake news, il dénigre et tout ça. Mais il y a beaucoup de fausses informations. Alors, côté francophone, ils ont décidé d'appeler, au lieu d'appeler fake news, d'utiliser le terme infox, hein, intoxication, information. Mais en gros, de quoi on parle? On distingue, entre guillemets,
3, mais on va parler surtout de 2. La mésinformation, misinformation en anglais, donc il y a cette notion d'erreur. Ça a été partagé où il y a eu une erreur, même un média qui a dit quelque chose, mais c'était involontaire. Il n'y avait pas de volonté de nuire. Ça peut arriver du moment qu'il y a une transparence derrière pour dire « oups, je me suis trompé » ou truc, mais ça peut-être vous ne le verrez pas. Ça peut être vous qui partagez quelque chose, vous ne saviez pas que c'était faux, et puis donc ça va aller, donc ça continue à être néfaste. Le méchant, le pire, c'est la désinformation. Donc, vraiment une diffusion délibérée d'informations fausses, incorrectes ou trompeuses dans l'intention de nuire. Il y a... Des fois, c'est une combinaison d'effets, c'est des demi-vérités. Il y a un petit bout qui est vrai, ça a l'air plausible, mais il y a une autre partie qui est fausse. Il y a un bout de vidéo d'un autre truc, donc c'est un petit peu un mélange. Donc, si vous ne suivez pas particulièrement cette actualité, ça peut être plausible, pourquoi pas, oui, ma foi. Et la malinformation, alors ça c'est important, surtout pour ceux qui ont des enfants, c'est du contenu réel, quelque chose, une vidéo qui a été prise peut-être à votre insu, mais qui est diffusée, donc là c'est vraiment, c'est soit pour faire du chantage ou... Voilà, donc, mais moi, donc vous voyez cette intentionnalité de nuire, hein, c'est surtout là, et la mésinformation moins, mais c'est quand même important. Donc, et les producteurs, les diffuseurs de ces fausses nouvelles, ça peut être vous, moi, malencontreusement, hein, des gouvernements, des entreprises, des médias, des individus, des blogueurs, des influenceurs. Des journalistes peuvent faire une erreur sur leur compte. Alors, il y a cet organisme-là, européenne, qui s'est amusé d'essayer de répertorier un petit peu les différentes catégories. Si jamais j'ai la feuille là, vous pourrez prendre en copie une photo de cette feuille. Vous voyez où il y a les pièges à clics, aussi appelés clickbait en anglais. Propagande, vous avez des choses idéologiques du parti pris, et vous voyez sur le côté l'impact, un petit peu ça, et puis la neutralité, là, quand c'est rouge, c'est l'impact est fort, et l'objectif, au fait, pourquoi ils font ça? Ça peut être pour de l'argent, ça peut être politique, ça peut être en fait de l'humour, mais certaines personnes ont cru que c'était vrai. C'est du militantisme et une volonté, c'est fait sciemment pour désinformer. Et des fois, un petit mélange, un petit panachage de choses. Donc, le problème, c'est que il y a ce chaos fait que les gens se détournent de l'information, n'arrivent plus à s'y retrouver, ne savent plus trop quoi penser. Et il y a une fatigue informationnelle qui se met en place. Et donc, du coup, ma foi, comme si vous pensez, ma foi, de toute manière, on sait plus s'informer, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux et tout. Et il y a des gens, il y a des médias qui se cassent vraiment la tête pour que vous soyez bien informés. Donc, donc il faut aussi les trouver et puis trouver plusieurs sources. Hein, faut pas... Et des sources fiables. Donc ça, il faut chercher un petit peu. Donc voilà, quand on regarde un peu dans le détail, des fois c'est des fausses attributions. D'ailleurs, fake news, c'est de la contrefaçon. Hein, si on doit traduire fake, c'est pas de la fausse information, mais bon, de nouveau, il y a donc c'est des fois des copies de sites où prétendument ils utilisent le logo, vous avez l'impression de voir un titre, on vous présente ça comme si, je ne sais pas qui avait publié ça, vous y croyez, vous cliquez dessus, ça marche ou pas, ou si vous atterrissez sur un truc de pub, donc il y a... Et le problème, c'est que les plateformes, en fait, quelque part encouragent ça parce qu'il peut y avoir de la monétisation hein, pour les acteurs derrière. Donc, ça peut être tentant, mais je ne sais pas à quelle proportion. Donc là, passons aux choses sérieuses. Et j'ai vraiment besoin de toute votre attention parce qu'on va faire un petit exercice en groupe. Donc, déjà, rien de compliqué. Déjà... Regardez, identifiez la source. Ça, c'est des choses que vous ferez... vous freinez un petit peu le scrolling et le swiping
Et vous regardez, au fait, c'est quoi ce compte, c'est qui ce média, c'est de quoi. Donc vous allez voir si c'est un site web, quels autres types d'articles ils ont. Vous essayez d'en savoir plus, si c'est un individu, qu'est-ce qu'il y a d'autre, est-ce qu'il y en a qui ont commenté. Vous allez au-delà du titre, parce que des fois, il y a un article un peu accrocheur là, pour vous faire aller là, et puis quand vous lisez, ça n'a rien à voir. Vous voulez juste vous attirer pour du clickbait, donc les pièges à clics, hein, de nouveau monétisation par derrière. Et vous cherchez peut-être, si c'est quelque chose de suffisamment sérieux et d'important, est-ce que quelqu'un d'autre en parle ? Donc c'est... Malheureusement, je pense à cette pauvre dame qui s'est fait avoir avec cette histoire de Brad Pitt et qui a donné des tonnes d'argent. Mais alors, c'était assez sophistiqué quand même. Mais pensez que s'il arrive ce genre de choses à Brad Pitt, que personne ne le saura, j'y crois pas. Mais bon, donc voilà, faut un peu son jugement, réfléchir à ça, c'est pas évident. Mais des fois, les arnaques peuvent être sophistiquées, y compris des arnaques dans le cadre de la recherche d'emploi, avec une annonce tentante et tout ça, qui vous arrive direct sur WhatsApp ou comme SES, vous cliquez, vous savez pas, vous en saurez plus si vous donnez un peu d'argent. Donc, méfiance en général, hein, mais surtout quand vous êtes vulnérable, si vous cherchez activement, par exemple, et vous le voulez, ça a l'air plausible. Donc, vérifiez la date, vous jetez un petit coup d'œil, vous faites en fait ce que font les journalistes, hein, on regarde tout simplement un petit travail il n'y a rien de compliqué, de détective, et vous évaluez vos préjugés. Alors là, et vos biais, c'est là où on est le plus vulnérable, parce que finalement, c'est nous qui sommes coupables en général, parce que des fois, on a nos convictions, nos idées, nos préjugés et tout ça. Et si on tombe sur quelque chose qui va un peu dans ce sens-là, on sera moins enclin à vérifier si c'est vrai ou faux. Donc ça, c'est le fameux biais de confirmation, donc là qui joue beaucoup et d'ailleurs qui contribue énormément à nous enfermer dans la bulle. Regardez de plus près, peut-être c'était de l'humour, c'est de la satire, et puis demandez finalement quelqu'un dans votre entourage. Alors là, c'est une feuille qui est faite peut-être pour les élèves, donc que disent les experts, allez voir votre bibliothécaire ou votre enseignant. Donc moi j'ai rajouté, écoutez vos émotions, parce qu'en général, c'est fait pour vous provoquer. Donc, des fois, il y a un titre un peu accrocheur qui va vous provoquer une réaction et qui va faire que voilà, vous allez réagir. À ça, ils aiment bien. Et du coup, peut-être encore plus interagir et rester. Et vous pouvez faire une recherche d'image inversée. Et ça, je vais vous mettre à contribution bientôt. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une recherche d'image inversée ? Alors, vous savez faire une recherche sur Google, vous mettez du texte. Et bien là, c'est à partir d'une image, vous vous demandez ce que c'est, d'ailleurs c'est pas mal pour le shopping aussi, vous voyez une jolie robe ou un joli pantalon sur quelqu'un, vous prenez en photo, le système va vous chercher d'où il vient ce pantalon. Donc là, je vous montre par exemple, donc, on revient au fameux panneau Hollywood, donc comment vérifier finalement, d'abord vous pouvez lire un peu. Est-ce que vous connaissez cette source? Bon, la date. Des fois, il suffit juste de faire une petite recherche Internet, panneau, Hollywood, incendie, pour voir un peu ce qui tombe sans aller trop loin. Hein, donc, mais ça prend quelques secondes. Mais déjà voir, est-ce que c'est plausible? Pas de gober tout de suite, surtout que qui connaît ce site, le média en 442, on ne sait pas, ok, un média par le peuple et pour le peuple, c'est magnifique, mais bon, on ne le connaît pas. Et chercher d'autres sources, si possible fiables, donc voir un petit peu traîner l'œil. Donc, je vais vous montrer ici comment faire une recherche d'image inversée. Alors, là, sur le web, mais je vais vous montrer aussi des screenshots pour quand vous le faites sur votre téléphone. C'est très puissant et c'est très rapide. Google Lens, ce n'est pas le seul outil. Il y a Tenai, il y a plein d'autres outils pour vérifier. Mais déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça pour vérifier la véracité d'une image. Donc,
Je l'ai un peu agrandi, il y a cette espèce de petite icône là qui est au coin quand vous allez sur la page Google, et vous pouvez copier, mettre un fichier, tirer une photo que vous avez, la mettre là-dedans pour qu'il recherche donc par la photo. Il recherche dans sa base de données, est-ce qu'il a déjà vu cette photo, c'est qui a publié ça et tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous êtes sur un site web, vous êtes sur l'image, vous appuyez, si c'est le site web, vous appuyez avec votre souris et vous aurez un menu qui va s'ouvrir et vous cherchez, si vous êtes sur Chrome, recherchez avec Google Lens. Si vous êtes sur Safari, il y aura peut-être autre chose qui va s'afficher. Donc il y a plusieurs options. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez screener déjà la photo pour faire l'exercice, parce que bientôt, on va passer au jeu, enfin au jeu en gros, l'activité en groupe. Donc, quand on clique pour dire « OK, bah, recherche avec Google Lens », on écarte un petit peu ces petits coins blancs que vous voyez. Vous pouvez les resserrer un petit peu, mais vous pouvez les agrandir. Et il va chercher où dans sa base de données qui a utilisé cette même photo. Alors il ne sait pas exactement ce que vous voulez, hein. Il ne sait pas que vous faites de la vérification d'image. Peut-être qu'il se dit bah, ils ne savent pas que c'est le panneau Hollywood. Donc ils vont, le système va vous dire bah, c'est le panneau Hollywood. Hein. Voilà. Donc, mais il y a aussi, vous verrez, plusieurs choix. Il y a aussi correspondance visuelle et correspondance exacte de l'image. Donc là, c'est un peu, regardez, si vous faites sur le, si vous prenez, vous scannez ce QR code de l'image, comme ça vous le faites en même temps avec le mode d'emploi là. Vous appuyez sur l'image, hein, pas la peine de l'enregistrer dans vos dossiers. Vous appuyez un petit peu et vous aurez un menu. Vous scrollez un petit peu plus bas, vous sélectionnez « Rechercher l'image avec Google Lens ». Ou vous pouvez prendre la photo en photo. Par exemple, dans ce que je vais vous demander de faire, vous pourrez prendre la photo et utiliser cette photo et chercher. Donc, voilà, rechercher l'image avec Google Lens. Là, il va s'ouvrir là. Vous pouvez agrandir ce cadre avec vos doigts, lui dire bah, prends un peu plus de l'image, et puis il va vous proposer, bah, vous voulez voir des correspondances visuelles, et puis oui, et là, il y a aussi un onglet soit là, soit ici, pour des correspondances exactes de cette même photo. Et là, vous pourrez parcourir et chercher qui d'autre en a publié. Et des fois, il y a des organismes de fact-checking, surtout quand quelque chose est devenu viral, qui ont déjà vérifié. Donc vous aurez rapidement la réponse, hein, surtout quand quelque chose est vraiment devenu viral. Alors, les médias sérieux, normalement, le journalisme, ils vérifient leur propre journalisme, mais ils sont obligés maintenant de vérifier aussi des choses qui deviennent virales. Des fois, ça peut être aussi des choses très, comment dire, internes à leur pays et tout ça. Mais il y a donc certains médias ont une unité de vérification, donc ils font du fact-checking, peut-être vous en connaissez. Aussi, les médias, ils ont, avant que chacun puisse avoir un téléphone dans la poche, ils avaient, comme ça existe encore aujourd'hui, ils faisaient un appel à leur audience. Tiens, si vous voyez quelque chose, envoyez-nous. Et une des premières images qui a été envoyée à la BBC, une image où on voyait quasiment rien, mais c'était quelqu'un qui était dans un tunnel à Londres. Il venait d'y avoir les attaques et ils avaient dû sortir du train et ils étaient en train tous de marcher le long des voies, et il a eu la présence d'esprit de l'envoyer à la BBC. Et je me rappelle qu'au début, d'autres membres ont dit « Oh, mais on n'y voit rien, c'est quoi ?» Oui, mais c'est la première image qui montre, et le type était là, donc ça a de la valeur. Et ensuite, ben, il y a eu aussi le tsunami en Thaïlande, Myanmar et tout ça. Donc là, il y a petit à petit beaucoup de matériel qui a commencé. Les gens publiaient sur les réseaux sociaux.
gentiment, au lieu de se sauver, mais bon. Mais évidemment, les journalistes n'étaient pas encore là. Hein. Donc, après les journalistes, il pouvait y avoir peut-être un journaliste qui se trouvait là, mais voilà, tout à coup, il y a une avalanche de matériel. La technique n'était pas encore super pour recevoir, pour qu'il poste. Peut-être qu'ils l'ont envoyé à une connaissance qui l'a ensuite contribué à un autre monde, mais petit à petit, le workflow a changé et ensuite, ils postaient directement sur leurs réseaux sociaux pour leurs copains, hein, pas pour tout le monde. Mais du coup, les journalistes sautaient sur eux pour leur demander la permission. D'abord, demander si c'était bien eux qui avaient tourné ça, avoir plus de contexte et tout ça, et donc s'assurer de la véracité. Donc, est-ce que vous êtes prêtes pour un petit exercice en groupe? Alors, on est combien, Lorraine? Là. Une trentaine. Tu me dis toujours une trentaine. J'ai prévu 6 groupes. Donc, et ce qui va se passer, c'est que vous aurez une page comme ça de la chose à vérifier. Vous pourrez le faire aussi, soit vous prenez une photo de la chose, ou vous pouvez aller sur le QR code pour essayer de faire l'exercice de la vérification d'image, ou vous faites juste un petit exercice de recherche tout bête sur un moteur de recherche, et vous avez derrière une petite feuille réponse. Vous suivez un petit peu les choses pour y répondre. Et donc, une fois que tout le monde aura sa feuille, 5 minutes chacun pour faire ça, pour vous dire que c'est assez rapide de le faire. Je propose un groupe ici, un groupe par ici, un groupe autour de nous. Ceux qui sont même, vous essayez de vous rapprocher les uns avec les autres. On bosse ensemble. C'est l'occasion de faire connaissance les uns avec les autres et de grandir en même temps. Sélectionnez un porte-parole ou une porte-parole dans votre groupe, et ceux qui ont dû vérifier cette image avec cette énorme pieuvre, s'il vous plaît, venez ici ou parlez depuis là-bas. Alors le 4 juin 2024 à 7h38. 7h38 PM, qui veut dire 19h38, ça va. Recherche sur un moteur de recherche. Trouvez-vous d'autres sources qui relatent cet événement au même endroit à la même date? Oui. Oui, il y avait YouTube, il y avait... Vous avez cliqué, il disait la même chose, quelqu'un a commenté. Vous pouvez tout observer, qu'est-ce qu'ils disent, ok? Est-ce qu'il y en a déjà qui disent « Ah, waouh !» ou « Non, mais c'est complètement faux ». Qui a fait une recherche d'image inversée sur la pieuvre? Vous avez réussi? Racontez, alors? Eh bien, en fait, c'est faux, bien sûr. C'est faux. Et est-ce que vous avez trouvé des sources qui parlaient de cette image? Aussi. Depuis Watson, par exemple, il y avait une liste d'images fausses qui nous ont bluffé, en 2024. D'accord. Et fait par l'IA. Hein, vous avez aussi constaté ça? Par l'IA, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une image réelle. Réelle, exactement. Et regardez, là, j'avais déjà fait des captures d'écran. Donc, une petite recherche d'image inversée. Il y a le premier truc, c'est une image IA, bien sûr. Voilà, c'est le compte qui a en fait publié ça la première fois. Il ne se cache pas. Ça s'appelle Best of AI, hein, le meilleur de l'IA. Oui, mais ça, vous ne l'avez pas trouvé. Ce n'est pas évident. Ça, il faut gratter et chercher un peu plus loin. Mais déjà, sans gratter autant, vous pouvez trouver la... Et il ne se cache pas. Il a fait toute une histoire fictive. Et il dit, ceci est une histoire fictive et tout ça. Le truc, c'est qu'après, plein de gens prennent ça, le balancent pour avoir du clic, pour que vous venez, pour qu'ils vous montrent à quel point c'est cool et tout ça. Alors bon, c'est pas bien grave, hein, une grosse pieuvre, mais bon, voilà, vous êtes désinformés. Qui a eu, merci messieurs, dames, merci beaucoup, qui a eu le deuxième exemple? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quoi la source de cette information? Ça disait qu'il y aurait près de 5000 gilets jaunes sur cette place de Jaude à Clermont-Ferrand. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez vérifier sur Internet, déjà pour voir si effectivement ça s'est passé. Mais si vous êtes à fond gilets jaunes, vous avez envie d'y croire. Hein, vous n'allez pas vérifier.
Et donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Et qui d'autre a vérifié? La one time. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Vous avez trouvé autre chose? Donc, c'est une image qui est fausse? C'est quoi alors le problème? Mais moi j'ai plein d'informations, par exemple, le journal parisien et aussi La Montagne, qui disent ils ne sont ni à Bordeaux, ni des Gilets jaunes. Alors j'ai beaucoup d'autres sources fiables qui ont dit qu'en fait cette image et le lieu, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Alors, l'image est vraie. Ce n'est pas une image générée par IA. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient en jaune, quelqu'un s'est amusé à dire que c'était une manif des gilets. C'était des gilets jaunes, mais en fait, c'était une finale de rugby, je crois. Donc, ils étaient les supporters, ils étaient habillés dans le truc. Et donc, vous pouvez, en faisant une recherche d'image inversée, trouver, si vous voyez à une autre date, un autre événement qui vous parle d'une finale de rugby. Oui? Aussi qui peut nous désinformer, c'est que c'est écrit la montagne. Oui. Et en fait, c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est quand même un journal de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui peut nous mener à croire que finalement, que c'est assez crédible ces informations au premier regard. Mais en fait, c'est la montagne, d'ailleurs, le vrai journal, c'est pas la montagne, mais c'est la montagne. Donc, ils se sont un peu... ils se sont amusés à détourner ça. Mais en gros, donc de nouveau, juste pour vous parler un petit peu des biais, on va en parler un petit peu. Si vous êtes vraiment à fond dans les gilets jaunes, vous les supportez, vous allez y croire, vous n'avez pas raison de douter que c'est faux. C'était faux parce que c'était pris à une autre date pour une autre occasion. Voilà. Donc juste vous donner un peu des exemples de choses qui sont sorties du contexte en fait. Là c'est vrai, mais vous êtes mal informés, vous êtes désinformés. Et donc voilà, en fait il s'agissait donc, la place était sous très haute sécurité et donc quand on voit la date, c'est 2017 et pas 2018. Et là ils disent pour qui, autour de quoi. Merci de nouveau, messieurs, dames, pour celui-là. Maintenant, le dernier exemple, qui a fait Musk, ce vilain Musk, qui oublie son fils? Le nom de la source, c'est Mukhtar, voilà. Quand est-ce que cet article a été publié? Alors, un expert qui a vu 23 février 2025 à 18h07. Je vous dis quand même au passage, ce petit clip a fait 28,9 millions de vues. Hein, donc, OK. Ensuite. Quelle est la durée de la vidéo? 11 secondes. 11 secondes. Donc, c'est un tout petit clip, oui. Est-ce que d'autres sources relatent cet incident qui se serait passé à la même date? Oui, on a vu qu'il y avait plusieurs articles en effet qui parlaient de ça. Mais en fait, il y a plusieurs articles de vérification, hein, de fact-checkers aussi qui en parlent, non? Vous en avez trouvé? On a fait la recherche Google, mais il y avait un article qui disait non, Elon Musk n'a pas oublié son fils. Et juste en dessous, la vidéo d'Elon Musk oubliant son fils. Voilà. Alors, donc, sachez que la recherche d'image inversée marche aussi avec une vidéo. Vous pouvez choisir une capture d'écran un peu significative et ça marche aussi pour qu'il recherche dans sa base de données et vous pourrez vite glaner, vous cliquer et regardez là pour aller plus précisément, pour voir exactement cette vidéo, ça peut vous afficher 32 résultats. Et là, en fait, quelqu'un d'autre a filmé la scène d'un autre angle, puisque c'était un meeting politique de Trump, pour ne pas le nommer. Et voilà la scène. Donc, quelqu'un qui a vu, parce que vous n'avez pas vu le clip, l'extrait qu'ils ont dû vérifier, c'était juste 11 secondes, donc on ne voyait pas ce qui se passait avant, ni ce qui se passait après,
mais dès qu'il s'agit d'un enfant, oh quel vilain papa, il fait ça pour le show, mais voilà, il l'a laissé. Alors c'est pas pour défendre Elon Musk, mais voilà, juste dire, souvent sur les réseaux sociaux, vous avez des bouts de quelque chose, vous ne voyez pas ce qu'il y a eu avant ni après, mais ça vous fait tout de suite réagir. Du coup, c'est facile, hein, voilà, un papa vilain qui dès que les caméras tournent pas, bah, en fait, il n'en a rien à faire de son gamin. Et clairement, à la fin, il dit, bah, non, en fait, il a attendu son fils en bas et tout ça. Mais voilà, c'est très facile de détourner et de faire appel à nos biais. Hein, donc, les biais, on en a tous, c'est la porte d'entrée vers la désinformation, mais on en a tous, hein. Sinon on ne pourrait pas fonctionner. C'est des raccourcis cognitifs pour pas qu'on ait encore à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et donc voilà, dans notre société hyper connectée où l'info circule en permanence sous nos yeux, ben, les biais cognitifs comportent le risque de contribuer à nous faire tomber dans le piège des fake news. Ils nous rendent manipulables. Et ça intéresse justement les gens, que vous soyez manipulés parce que vous allez rester un peu plus longtemps, parce que vous allez être outrés, vous allez réagir, vous allez commenter. Donc ça, c'est très bien. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de mémoriser. Je vais pas vous demander de mémoriser. Ça, c'est un codex que des gens se sont amusés un petit peu à répertorier tous les biais qu'on peut avoir. Il y en a probablement d'autres qui vont sortir. Mais voilà, c'est comme ça que notre cerveau aussi fonctionne pour gérer toute cette information. Le problème, c'est qu'il y a trop d'informations. Donc, au niveau de l'information que vous avez ou des choses sur votre truc, vous êtes dépassé, vous n'allez pas vérifier, vous scrollez, c'est un peu un overload. Et puis, par contre, vous allez vous rappeler de choses qui sont souvent répétées, même si elles sont fausses. Et des fois, les fake news sont répétées ad aeternam. Donc, on est attiré par des détails qui confirment nos propres croyances, hein, le biais de confirmation. Et on remplit les caractéristiques manquantes à partir des fois de stéréotypes qu'on a. On a tous, hein, malheureusement, mais c'est comme ça, de généralités et de nos a priori. Alors, quelques-uns des biais qui sont les plus fréquents dans la fausse information, hein, de tous ces 200 biais. Je vous ai parlé du biais de confirmation. Donc, vous lisez une information, il y a quelque chose, mais par exemple, pour cet exemple avec les gilets jaunes, si vous êtes anti-gilet jaune, vous dites non, attends, c'est quoi ça? Mais si vous êtes pro-gilet jaune, yes, bravo les gilets jaunes, super, vous n'allez pas vérifier. Je schématise, mais en gros, c'est comme ça, on fait tomber la résistance. Et du coup, comme ça confirme nos croyances, voilà ce on voit pas le tout, et on ne va pas chercher à en savoir plus. Et de nouveau, les plateformes par arrière, ah, vous aimez ce type de contenu, on va vous en redonner encore un petit peu. Donc, le biais de confirmation joue un rôle très important dans la propagation des fausses nouvelles, et il faut en être conscient, il faut prendre conscience que, voilà, on ne sait pas tout, chacun interprète d'une autre manière, il faut avoir un petit peu de doute, il ne faut pas douter de tout, mais avoir un petit doute sur les choses. Il y a aussi l'effet de halo. Et certains de ces biais sont aussi présents dans le monde du recrutement. Hein. Donc vous avez des biais, les recruteurs ont des biais, donc c'est quelque chose d'important à savoir parce que vous pensez que vous allez vous présenter comme ça, mais il y a tout un tas de choses. Vous pouvez imaginer par exemple dans le monde du recrutement, s'ils reçoivent 30 milliards de CV, 30 milliards de trucs, ils font des tris. Et il y a aussi leurs stéréotypes et leurs préjugés qui vont rentrer à l'heure. Ils utilisent maintenant un peu d'IA pour essayer justement de pallier ça. Ils sont bien conscients qu'il c'est biaisé, mais voilà. Donc, l'effet de halo, j'utilise ma première impression pour tirer des conclusions sur le portrait global. Oh, elle est très jolie. Oh, elle doit être intelligente, elle doit être truc, elle doit être très bien. Ok, d'accord. Donc, oui, mais voilà. Ou, ah, il fait de la spéléo. Ah, moi, j'aime la spéléo, donc c'est quelqu'un de bien. Je vais...
Donc, l'effet de halo, c'est la tendance à se faire une idée générale d'une personne sur la base d'un ou plusieurs traits spécifiques. L'apparence physique, par exemple, est un trait qui donne souvent lieu à l'effet de halo. On aura tendance à penser qu'une belle personne est également intelligente, riche, sportive, sociable. Cela peut pousser notre cerveau à imaginer que tout le reste est positif. Mais ça peut être aussi négatif, ça marche aussi. Il y a le biais d'ancrage qui vous lie à votre première impression. Donc, vous avez vu une information et c'est ça qui est ensuite interprété à partir de ce point de référence. Et vous avez beau voir d'autres choses, ça sera difficile de s'en éloigner. Par exemple, le billet d'ancrage, en shopping, vous voyez quelque chose à 99 €, c'est cher. Ah oui, mais c'était 299 €. Maintenant, ce n'est que 90. Ah, là, c'est une bonne affaire. Voilà. Donc, les publicitaires, eux, l'utilisent énormément. Mais croyez-moi, ils connaissent bien les biais et nos travers. Donc, le meilleur moyen pour lutter contre nos biais, c'est pas évident, c'est d'en être conscient, déjà. C'est de prendre conscience qu'on a ces raccourcis et puis de réfléchir davantage avant d'émettre un jugement. Donc, si on voit quelque chose... voyons un petit peu, ça confirme un peu trop. Est-ce que c'est un peu... Oui, c'est vrai que je suis plutôt pro-truc, donc je vais pas... Peut-être je vais voir un autre point de vue, quelqu'un qui a une autre perspective. Ce qui vient compliquer le chaos informationnel, c'est aussi les images, les vidéos générées grâce à l'intelligence artificielle. Elles deviennent de plus en plus sophistiquées, de plus en plus crédibles, et ça va énormément amplifier le problème, puisque diffusion de masse en plus. Faux. Voilà. Alors ça va vous faire réagir, surtout si vous êtes latino ou truc. Coca-Cola, quoi? Ils auraient dénoncé leurs employés qui n'étaient pas leurs employés qui n'avaient pas de papier et hop, ils sont été. On peut se le demander parce que ça vient d'un compte Latinos Unidos. C'est du clic. C'est du clic, c'est pour que vous suiviez ça, ça vous fait réagir, c'est dégueulasse, c'est quoi? Ça vient amplifier, parce qu'il y a déjà d'horribles choses qui se passent, mais il n'y a pas la peine de surenchérir. Donc, et en plus, une voix off qui dit « Maudit traite, Coca-Cola a trahi ses employés immigrés, les autorités de l'immigration les ont tous expulsés. » Ben voilà, effectivement, dans un contexte où il se passe des choses, c'est plausible, ben, cette vidéo est complètement fausse. Voilà. Faites attention à ce type d'image. Faites attention aussi au cadrage. C'est très facile d'interpréter quelque chose, vous voyez un petit bout. Voilà, on arrive à la fin. Voici une vidéo très importante pour vous montrer l'histoire des points de vue. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Donc ça, c'était cette vidéo était en fait une publicité pour le journal The Guardian anglais qui date de 86. Mais c'était une très très bonne publicité. Ce n'était pas, bien sûr, il y a plusieurs points de vue pour vous montrer. Si je vous avais montré que un petit bout, déjà vous vous faites un scénario dans la tête. Ce type-là, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais ça n'a pas l'air bien. Deuxième, déjà vous dire, oula, il va l'attaquer, l'autre il a peur. Troisième, vous avez la vue d'ensemble, et c'est ce qu'essaye de faire le journalisme, le vrai journalisme, pour vous donner le contexte, c'est que vous ayez une vue plus grande, pas juste un petit bout de la lorgnette. Voilà, c'était tout. Oui.